Il imagine secrètement des fleurs sur le lit, de doux baisers ou des gestes romantiques tirés des pages de romans et de films. Mais comme l'a écrit Freud, ce que nous refoulons ne disparaît pas simplement. Il attend dans l'ombre, nous façonnant d'autant plus puissamment par sa dissimulation. Et c'est précisément là que réside la vérité dérangeante. Le fantasme qui empêche les femmes de dormir n'est pas celui que la société nous a appris à croire. Il est plus sombre, plus primitif et bien plus troublant qu'elle n'oserait jamais l'avouer. Elle refuse de le confier à ses amis les plus proches et de le consigner dans les pages d'un journal intime. Pourtant, il vit en elle un rêve interdit qui ronge son subconscient, même si elle présente au monde un visage de calme et de maîtrise absolue. Schopenhauer a observé que l'impulsion sexuelle est le plus véhément des désirs humains, le but ultime de presque tout effort humain. Les femmes, tout comme les hommes, ne sont pas exemptées de cette loi fondamentale de la nature. Sous la surface de leur moi rationnel, il y a un instinct, une volonté, qui pousse avec insistance à s'exprimer. Et lorsqu'il émerge dans le théâtre secret de son esprit, il le fait. Cela ne ressemble pas au fantasme poliment entretenu qu'elle pourrait vous confier. Cela prend plutôt la forme d'un abandon, le rêve d'être submergé, de lâcher prise, d'être porté au-delà des limites de son propre contrôle. De l'extérieur, elle est compétente, déterminée, intouchable. Elle peut diriger des entreprises, élever des enfants ou assumer des responsabilités complexes avec une précision absolue. Elle affirme au monde qu'elle n'a besoin de personne, qu'elle a tout sous contrôle, et c'est effectivement le cas dans sa vie quotidienne. Mais ce qu'elle n'avouera jamais, c'est que ce contrôle même n'est pas ce qui l'excite le plus, c'est ce qui l'épuise. Ce que son être profond désire vraiment, c'est la libération, la chance de se libérer du fardeau constant de la maîtrise, de s'abandonner à une force plus grande que la sienne. Carl Jung nous a rappelé que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. La moindre réaction transforme les deux. Dans l'intimité de son fantasme, la transformation qu'elle recherche n'est pas celle d'un plus grand contrôle, mais son contraire. Elle aspire à la dissolution de ses murs, à l'ivresse de l'abandon. Certitude. Le paradoxe est que plus elle affirme farouchement son indépendance au grand jour, plus son désir se fait puissant dans l'obscurité de son imagination. Tomber dans les bras d'un homme assez fort pour la conquérir. Penser au monde moderne. Toute la journée, elle prend des décisions, organise, calcule et négocie. Elle est prisonnière d'un cycle de contrôle sans fin. Pourtant, le désir n'appartient pas à l'esprit, il appartient au corps. Et le corps ne rêve pas de feuilles de calcul ou d'ordre parfait. Il rêve d'être défait, d'être emporté dans une expérience où il n'a plus à diriger chaque mouvement, ni à calculer chaque mot. C'est pourquoi, en secret, elle imagine des scénarios où elle n'est plus celle qui dirige, où l'homme n'hésite plus avec des questions sans fin, où elle est libérée du poids de la performance et des attentes. Freud insistait sur le fait que nos désirs inconscients sont souvent en contradiction directe avec les identités que nous nous construisons. C'est précisément pourquoi elle le cache si soigneusement. Révéler ce rêve, c'est risquer d'être jugée, humiliée ou incomprise. Elle craint d'être perçue comme faible ou dépendante. Elle craint que son désir ne soit utilisé contre elle, et elle l'enterre donc. Extérieurement, elle joue le rôle de la femme bienveillante, compétente, celle qui n'a besoin de rien. Intérieurement, elle aspire à quelque chose de plus dangereux, de plus dévorant, de plus réel. Et c'est là que réside le paradoxe que Schopenhauer connaissait trop bien. Plus on élève les murs contre l'instinct, plus le flot est puissant, lorsque les portes finissent par s'ouvrir. Cette femme qui semble si intouchable, qui exerce une autorité absolue, est peut-être celle-là même qui aspire le plus désespérément à abandonner le contrôle. Car dans sa vie secrète, le fantasme de capitulation n'est pas un signe de faiblesse, mais de confiance absolue. Il ne s'agit pas de danger, mais de sécurité. La sécurité d'être avec un homme dont la certitude lui permet de se laisser enfin, complètement, aller. Lorsque nous nous débarrassons des illusions que la société drape sur le désir, il ne reste que l'éternel conflit entre contrôle et capitulation. Freud enseignait que nos identités conscientes se construisent sur un fondement de le refoulement. C'est que ce que nous nions en nous-mêmes devient ce qui, sous la surface, prend le plus de pouvoir. C'est pourquoi une femme qui se revendique avec la plus grande véhémence indépendante et intouchable peut, en son fort intérieur, aspirer désespérément à l'exact opposé. Plus elle cultive le masque de la certitude, plus son inconscient aspire à le dissoudre. Schopenhauer
toujours pessimiste quant aux motivations humaines, soutenait que ce que nous appelons la nature n'est qu'une astuce machiavélique, masquant la volonté aveugle de se reproduire. Il a observé avec une clarté mordante que plus l'intellect est élevé, plus le tourment est grand lorsque le désir entre en conflit avec la raison. Ceci explique le paradoxe que nous observons chez les femmes modernes. La PDG, la leader, la perfectionniste qui mène sa vie avec précision, porte souvent en elle le plus puissant fantasme de libération. Sa vie publique témoigne de sa maîtrise. Son rêve privé est celui de l'abandon. Ce qu'elle ne peut admettre au monde, ni même à elle-même, c'est qu'elle aspire à quelqu'un qui puisse se libérer du poids de ses décisions et la ramener à son corps, où l'instinct règne sur l'intellect. Carl Jung a proposé un cadre pour ce paradoxe avec son concept d'anima et d'animus. En chaque homme vit l'image de la femme. En chaque femme vit l'image de l'homme. Lorsque ces archétypes restent inconscients, ils faussent les relations et alimentent des compulsions cachées. Jung nous avertissait, tant que l'inconscient ne sera pas rendu conscient, il dirigera notre vie, et nous l'appellerons le destin. Le fantasme de soumission d'une femme n'est pas un aveu de faiblesse, c'est l'inconscient, en quête d'équilibre. Plus sa vie consciente incarne la maîtrise et le contrôle, plus son inconscient exige le contrepoids de la soumission. Voyez comment cela se manifeste dans notre culture. Dans les mythes anciens, les déesses, maîtres des tempêtes et du destin, s'inclinaient souvent en secret devant les dieux incarnant la force brute. Dans les récits modernes, le trope de la femme puissante qui ne fond que dans les bras de l'homme confiant persiste. Ce ne sont pas de simples hasards narratifs. Ce sont des échos de vérités psychologiques profondes. Elles révèlent la tension fondamentale entre la façon dont les femmes sont éduquées à se comporter en société et ce que leurs instincts les plus profonds recherchent dans l'intimité. Freud voyait la psyché comme un champ de bataille entre le ça, le moi et le surmoi. Le moi, façonné par la société, exige le contrôle. Le surmoi exige la conformité à des idéaux de respectabilité. Mais le ça, brut et primordial, aspire à la libération. C'est le bras de fer que chaque femme ressent. Elle peut prétendre vouloir de la politesse, être constamment rassurée, demander sans cesse la permission. Pourtant, dans le théâtre de son moi caché, le ça rêve d'autre chose. Être revendiqué avec une telle certitude qu'elle n'a plus besoin de penser, seulement de ressentir. Plus ce conflit intérieur s'intensifie, plus il devient dangereux. Car lorsqu'elle rencontre un homme qui incarne une autorité sereine, qui ne bronche pas, qui se comporte avec une dominance tranquille, quelque chose en elle s'éveille qu'elle ne peut contrôler. Jung appellerait cela l'activation de la matière obscure. Ce qu'elle a nié remonte alors avec force à la surface. Elle peut esquisser un sourire narquois, résister ou le rejeter extérieurement, mais intérieurement, elle ressent la reconnaissance tremblante du fantasme même qu'elle a passé toute sa vie à dissimuler. Imaginez une femme à table. Elle est intelligente, charmante, elle dirige le rythme de la conversation avec une aisance naturelle. Tous les présents admirent son assurance. Mais lorsque l'homme à côté d'elle se penche et dit sans la moindre hésitation « On part dans 5 minutes », il interrompt son rôle soigneusement tenu. Extérieurement, elle pourrait le taquiner ou lever les yeux au ciel. Intérieurement, elle frissonne, car à cet instant précis, il l'a sortie de sa tête pour la faire entrer dans son corps. Il a parlé non pas à sa personne, mais directement à son désir caché. Et c'est à ce moment-là que l'inconscient surgit, révélant ce que les mots ne pourraient jamais avouer. C'est pourquoi elle garde cette vérité si farouchement. Car une fois révélée, tout change. Admettre qu'elle aspire à l'abandon, c'est admettre que toute sa maîtrise, toute son indépendance, ne sont que la moitié de son histoire. L'autre moitié se dissimule dans le fantasme. Une femme qui vit au quotidien dans un état de maîtrise et de performance aspire inconsciemment à « il y a une chose qu'elle ne peut se permettre elle-même », se libérer de ce contrôle. Dans son imaginaire intime, elle rêve d'être dépassée par un homme si sûr de lui qu'elle ne peut s'empêcher de capituler. Schopenhauer voyait là la preuve de ce qu'il appelait la volonté de vivre, la force aveugle de la nature utilisant les individus comme instruments pour sa propre survie. Il remarquait avec la perspicacité qui le caractérisait que l'amour n'est que la volonté de l'espèce. Pourtant, cette vision plus sombre recèle une profonde intuition. Le fantasme de capitulation ne relève pas d'une faiblesse personnelle, mais d'une force vitale ancestrale. Elle ne rêve pas de capituler par manque de force.
Elle rêve de capituler parce qu'à cet instant, elle se sent en phase avec quelque chose de plus grand que sa personnalité quotidienne, le rythme originel de l'existence. Imaginez à nouveau la scène du dîner. Elle mène la conversation, pleine d'esprit et d'admiration. Son identité est solidement ancrée. Mais lorsque l'homme à côté d'elle lui parle avec une certitude calme, lui annonçant qu'il parte, elle ressent ce que Jung décrit comme une activation archétypale, l'animosité intérieure. L'image du masculin s'extériorise soudain devant elle, et parce qu'elle s'incarne avec autorité plutôt qu'avec faiblesse, elle ressent une poussée d'attraction inconsciente. Elle ne répond pas seulement aux mots, mais à la polarité ancestrale qu'ils éveillent au plus profond d'elle-même. C'est pourquoi les hommes qui recherchent constamment la permission, qui s'agitent, qui hésitent, inspirent rarement un profond sentiment d'abandon. Ils peuvent faire appel à son conscient, peut-être même à un sentiment de sécurité, mais ils ne parviennent pas à toucher l'inconscient. Freud dirait « ils font appel à l'ego, mais n'atteignent jamais le ça. Ils offrent la politesse, mais pas l'autorité qui libère le rêve interdit. » À l'inverse, l'homme qui se comporte avec sang-froid et assurance signale, au niveau biologique et psychologique, qu'il peut supporter le poids de son abandon. Il n'a pas besoin de le prouver par la force. Sa seule présence le traduit. Ce n'est pas pour rien que les mythes de toutes les cultures dépeignent le féminin comme attiré par le héros, le guerrier, celui qui se meut au gré du destin. Ces histoires véhiculent des vérités psychologiques. Le héros ne symbolise pas la cruauté, mais une force qui procure la sécurité, un refuge où la féminité peut enfin se détendre. Les archétypes de Jung apparaissent dans ces récits, car ils reflètent ce qui se joue dans les recoins cachés de la psyché humaine. La déesse règne peut-être sur les cieux, mais dans ses récits les plus intimes, elle s'incline devant le Dieu au pouvoir inébranlable. Ainsi, lorsqu'une femme fait l'expérience de cette polarité dans la vie réelle, cela transforme toute sa perception de l'homme. En apparence, elle peut encore revendiquer son indépendance. Elle peut parler d'égalité, d'équité et de contrôle. Pourtant, dans son corps, dans le silence de ses fantasmes, elle connaît la vérité. Le rêve interdit ne concerne pas la perte de dignité. Il s'agit de perdre le poids épuisant du contrôle. Schopenhauer pourrait l'appeler la soumission à la volonté aveugle. Freud pourrait l'appeler la libération du désir refoulé. Jung l'appellerait l'intégration de l'ombre. Mais quel que soit le langage, l'effet est le même. Une fois ce fantasme réveillé, il ne peut être oublié. Et c'est là que réside la dangereuse vérité. L'homme qui réveille ce rêve en elle ne se contente pas de rivaliser avec les autres hommes. Il les éclipse, car une fois qu'elle a ressenti ce que signifie s'abandonner en toute sécurité, tout autre homme hésitant paraîtra plus faible en comparaison. Il devient celui qui a percé le secret qu'elle cache au monde, celui qui a révélé ce que son corps et son âme désiraient depuis toujours. Une fois que l'on comprend à quel point ce fantasme caché façonne sa vie intérieure, on comprend pourquoi si peu d'hommes parviennent à le réveiller. Freud avertissait que le contenu refoulé revient toujours, souvent sous des formes déguisées ou déformées. Le fait même que les femmes nient ce désir, qu'elles sourient et parlent de romance, de fleurs et de bougies, témoigne du soin avec lequel il a été enfoui. Mais ce qui est nié par les mots vit d'autant plus intensément dans le silence. Nul ne peut garder un secret, écrivait Freud. Si les lèvres se taisent, elles bavardent du bout des doigts. Et même si elle ne l'avouera peut-être jamais, son corps se souvient du rêve d'abandon. Schopenhauer qualifierait cela d'illusion tragique. Il croyait que les hommes comme les femmes sont pris dans les illusions de la nature, croyant choisir librement, alors qu'en réalité, nous servons la volonté de la vie. Le fantasme de perdre le contrôle fait partie de cette grande illusion. Elle pense que c'est à elle seule, mais c'est plus vieux qu'elle. Cela appartient à l'espèce, à la volonté qui nous lie tous. Pourtant, même dans ce pessimisme se cache un profond défi. Car, bien que nous soyons des instruments de la nature, nous pouvons nous éveiller à la vérité de ce qui nous anime. Et l'homme qui comprend cela acquiert un pouvoir que la plupart des autres n'atteignent jamais. Le pouvoir de voir au-delà des apparences et d'agir en accord avec ses lois profondes. Carl Jung nous rappellerait que tout ce que nous refoulons dans l'ombre finit par s'exprimer. Si une femme refuse, son désir de capituler ne disparaît pas. Il se glisse dans ses fantasmes, dans ses rêves, dans des regards fugaces lorsqu'elle rencontre un homme qui incarne la certitude qu'elle désire secrètement.
et lorsque cette ombre perce, elle peut tout transformer. Le paradoxe est que se rendre ne signifie pas être conquis. C'est une question de confiance. Ce n'est pas une question de danger, mais de sécurité. Elle ne peut lâcher prise que lorsqu'elle sait, sans mots, que l'homme qui se trouve devant elle peut supporter le poids de sa capitulation sans faiblir. C'est pourquoi l'homme qui agit avec une autorité tranquille, qui ne bronche pas, qui ne supplie pas, se distingue totalement. Il n'exige pas la soumission, il l'inspire. Jung pourrait le qualifier d'animus réalisé, la forme extérieure de ce que son inconscient aspire à rencontrer. Freud pourrait dire qu'il active le ça, le libérant de la prison des contraintes sociales. Schopenhauer le verrait comme le réceptacle de la volonté, canalisant des forces plus grandes que lui-même. Quel que soit le cadre, la vérité est la même. Une fois qu'elle a goûté à cet abandon, elle ne peut plus revenir à la normale. Imaginez-la à nouveau à table. Elle parle avec assurance, admirée de tous, son rôle parfaitement intact. Puis, vous vous penchez et, d'un ton posé, vous lui annoncez que vous partez dans 5 minutes et qu'elle vous accompagne. Elle peut rire ou protester extérieurement. Intérieurement, elle frissonne. À cet instant, elle ne calcule plus, ne répète plus son rôle. Elle a été transportée hors de sa tête vers son corps, là où réside le véritable désir. Il ne s'agit ni de cruauté, ni de coercition. Il s'agit de certitude. Cette présence ancrée qui lui permet de se libérer du fardeau qu'elle cache au monde. Et c'est là que réside la vérité la plus troublante. La plupart des hommes ne réveilleront jamais cette facette d'elle. Ils sont trop timides, trop désireux de plaire, trop effrayés par leur propre autorité. Ils jouent le rôle de l'homme sûr, de l'homme poli, de l'homme qui n'ose jamais diriger. Ainsi, son rêve interdit reste enfermé, vivant seulement dans les ombres de son imagination. Mais si vous comprenez ce que Freud, Schopenhauer et Jung ont révélé, chacun à leur manière, que les désirs cachés nous gouvernent, que l'instinct se cache sous toutes nos illusions et que l'ombre exigera toujours d'être exprimée, alors vous verrez ce que les autres passent à côté. Chaque femme porte en elle ce rêve interdit, perdre le contrôle, être conquise avec une telle certitude qu'elle ne peut plus résister, capituler, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle a enfin trouvé un homme assez fort pour détenir sa vérité sans crainte. La plupart des hommes laisseront passer cette connaissance. La question est, le ferez-vous ou resterez-vous aveugle, laissant son secret brûler en silence? Si vous souhaitez entendre davantage de ces révélations sans filtre, ces vérités que les femmes prient pour que les hommes ne découvrent jamais, alors restez ici, abonnez-vous, partagez vos impressions ci-dessous et dites-moi, croyez-vous que les femmes admettraient un jour ce fantasme si on leur posait la question directement, ou qu'il restera à jamais caché? Votre réponse compte, car une fois que vous aurez compris son rêve interdit, vous cesserez d'être un